ça va? Est-ce que c'est en tant que femme ou est-ce que c'est en tant que moi? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? La relation homme-femme, enfin avec mon mari. Est-ce qu'il y a un truc encore aujourd'hui, en tant qu'homme, dont tu te sens empêché? De ce congé paternité dépend tellement de choses. C'est marrant comment vous enlevez votre pull, vous les hommes. Sur l'oreiller, c'est un podcast pour parler des relations hommes-femmes, des questions d'identité, de genre, de polarité masculine et féminine. Parler des idées reçues pour sortir des schémas binaires, tendre vers des relations plus douces, plus justes et surtout plus vraies. Derrière mon micro, vous écouterez des anonymes, des personnalités et des experts. Nous allons démêler toutes les pelotes de laine du féminin masculin. Je suis Caroline Loisel. Soyez les bienvenus sur mon podcast Sur l'oreiller. Hello Mélanie. Salut Caroline. Tu t'es réveillée en quelle forme ce matin? Moyen, à 5h du matin, mon mari a bougé fort, il m'a réveillée, donc j'ai médité pour me poser. Et ton mari pendant ce temps-là, il faisait quoi? Je sais pas, il dormait fort. Pour une fois, il ronflait pas. Ah, le ronflement, je ferais peut-être un épisode spécial ronflement. Il t'a chuchoté quoi ton oreiller ce matin? Que la journée allait être belle, qu'il y avait des oiseaux qui chantaient dehors et que ça méritait d'aller voir. Alors écoute, je t'invite, on va commencer par se prendre une petite tisane, parce que quand même, c'est important d'être en mode douceur. Alors là, je te laisse en piocher une et me dire ce qu'il y a écrit sur la tisane. Et moi, je vais en faire de même. D'ailleurs, moi, je l'ai déjà sous la main, donc je vais regarder tout de suite. Alors, ah bah tiens, c'est bien ça. ça me parle bien. Je recueille ma colère, je la berce. Eh bien, moi, je me laisse bercer par le sommeil. Bah, en plus, on est en résonance, Mélanie, ce matin, c'est bien. Berçons-nous. On se sent bien chez toi. Quand je suis arrivée, je me suis dit, tiens, c'est assez zen ici, ouais. Ça va être doux, les couleurs sont assez, comment on pourrait dire, aquarelle, ambiance yoga. Exactement. C'est vrai que tu dis ça. J'ai fait du yoga pendant le confinement dans mon salon. Et la vue, le bois et le fait que ce soit assez vide, ça convient bien à l'ambiance yoga. Bon bah ça tombe bien parce qu'on va aller dans les confidences, pas forcément dans les confessions mais juste dans les confidences et surtout sans chichi. Je t'ai ramené 3 magazines, tu vas me dire si ça te fait résonner quelque chose. Alors j'en ai un premier, c'est Sciences Humaines. Sciences Humaines nous dit être un homme aujourd'hui. L'identité masculine est-elle en crise? Tiens, je te le donne. Bonne question. Je t'ai apporté aussi la déferlante. La déferlante nous interroge avec un dossier naître, aux origines du genre. Et le dernier, bien sûr, je ne pouvais pas faire sans lui, Elle Magazine, belle à tout âge, nos témoignages, meilleurs soins, nouvelles techniques, sur lequel tu as envie de réagir. Et qu'est-ce que ça t'évoque? En premier, je dirais Sciences humaines, être un homme aujourd'hui. L'identité masculine est-elle en crise? Ça me questionne. Et en deuxième, je choisirais Elle parce que c'est un peu dommage de parler de la femme juste sur sa coque physique. Et du coup, je trouve qu'il y a une espèce d'opposition entre les deux magazines. Donc j'ai envie de lire les deux en fait. Ok. Et de quelle nature l'opposition? L'identité masculine est-elle en crise? On parle bien de l'identité masculine et on va en profondeur. Et la femme, on reste sur la coque. On reste sur la coque. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. L'enveloppe corporelle. Ouais. Bon, écoute, je les ai vraiment choisis au hasard. J'ai pas cherché à faire de la narration autour de ces 3 titres, mais je les trouvais tous intéressants. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Tiens d'ailleurs, pour toi, c'est quoi être une femme, Mélanie? Être une femme, une mère, une épouse, une amie, une fille, une sœur, c'est tout ça. Pas facile, ça dépend des jours. En fait, il y a des jours où c'est chouette, il y a des jours où c'est challengeant. C'est de la charge mentale, sans vouloir utiliser un mot à la mode, mais je constate que je porte pas la même charge mentale que mon mari, qui pourtant est un homme qui porte beaucoup. Et j'ai 44 ans et je crois que je ne suis femme que depuis peu en fait. Ah donc oui? C'est ça, ouais. Ah oui, pourquoi t'es femme depuis peu, Mélanie? Je suis femme depuis peu parce que d'abord je suis longtemps restée à 25 ans malgré
les enfants et tout ça. Et puis parce que je trouve ça, j'ai longtemps trouvé ça difficile d'assumer mon statut de femme, de mon expérience, mes qualités, mes talents. Et du coup, j'ai un peu tout mis dans le même paquet. Et ça fait que depuis que j'ai 40 ans que je me sens vraiment femme dans mon corps, dans mon âme, dans ma tête. Et justement, indépendamment de tous les rôles que tu nous as cités avant, d'être sœur, c'est ça ? Ouais, je suis tout ça. Mais aujourd'hui, tu te ressens plus l'entité femme, indépendamment des rôles que tu as joués. De plus en plus, ouais, de plus en plus. Est-ce qu'il y a eu des déclics ? Est-ce qu'il y a eu des... Alors, en même temps, je te dis déclic, mais j'aime pas du tout le mot déclic, parce qu'en général, c'est des processus beaucoup plus longs. Donc, qu'est-ce qui peut-être a été le plus révélateur de te ressentir une femme ? J'ai coutume de dire que je suis née à 37 ans parce que j'ai lu un livre qui m'a éclairée sur ma véritable façon de fonctionner et qui m'a permis de comprendre mon chemin jusque-là, mes souffrances, mes doutes, etc. Et depuis donc 7 ans maintenant, presque 8, je chemine, parce qu'effectivement c'est pas un déclic, c'est un cheminement. Je chemine en me redécouvrant, en fait. Et donc il y a de plus en plus de confiance en moi, il y a une bien meilleure compréhension de mes modes de fonctionnement, de mes réactions, de mes émotions, de ce que je vis, et donc forcément avec plus de confiance ça donne une meilleure acceptation. Et donc voilà, c'est plus ça a été un chemin de allumer la lumière sur le vécu sur le passé, pour comprendre et regarder avec un regard différent qui je suis. Et je suis qui je suis. Maintenant, je peux dire qui je suis, en fait. Je suis d'abord une femme. Alors là, tu nous laisses dans l'impatience de savoir quel est ce fameux ouvrage que tu as lu. Sûrement pas un grand livre, mais c'est un livre qui s'appelle « Je pense trop » de Christelle Petit-Colin, qui est coach, je crois. Et en fait, pendant tout le livre, j'ai eu l'impression de lire ma vie. Et elle parle des gens qu'elle accompagne. Et il y a plein de situations qu'elle relate. Je me dis, mais c'est moi en fait. Je vais jamais raconter mon histoire, mais j'ai vécu à peu près la même chose dans une situation un petit peu différente, mais la conclusion était la même. Et donc j'ai compris tous les mécanismes que j'avais mis en œuvre pour m'adapter au monde dans lequel je vivais, mais en ne me respectant pas au fond, parce que j'ai appris, c'est comme ça qu'on m'a élevée, j'ai appris à faire plaisir et à pas montrer mes émotions. Combien de fois on m'a dit gère ton émotivité ? Bah non en fait. Non, maintenant je ne veux plus gérer mon émotivité, je veux l'accueillir. Elle me sert, ma colère c'est une force parce que c'est une dynamique de mise en mouvement. La tristesse, la joie, j'ai envie de les accueillir, j'ai plus envie de les freiner en fait. Parce que je m'en fiche de faire plaisir, enfin c'est pas encore complètement vrai, mais de plus en plus je m'en fiche de faire plaisir aux autres. Je veux moi. Si je te redemandais, qu'est-ce que pour toi être une femme et comment tu te vis en tant que femme, comment tu te ressens en tant que femme, qu'est-ce que tu nous dirais ? Alors, spontanément, j'ai envie de faire une réponse par différence avec les hommes. Alors, je sais pas si c'est malin ou pas, mais j'observe que mes sensations, mes intuitions sont beaucoup plus développées que les hommes avec lesquels je collabore ou avec lesquels j'interagis. Et pour moi, être une femme, c'est un peu ça en fait. C'est utiliser tout ce que mon corps et mon mental captent. Quand je vis une situation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, elle génère chez moi un processus intellectuel mental qui se met en route. Il y a un petit vélo en tâche de fond, là, ça commence à connecter avec des informations que j'ai accumulées. Ça se connecte avec ce que je vois, ça se connecte avec ce que j'entends, et ça se connecte avec ce que je ressens dans mon plexus solaire et dans mes tripes. Et au final, avec tout ça, je fais quelque chose. Et en général, c'est assez fiable. Et pour moi, être femme, c'est ça en fait. C'est cette capacité à relier mon mental, mes sensations physiques et mes sensations tripales, pardon pour le terme. Pour moi, être femme, c'est ça. Et après, il y a ma relation à mon corps, qui est pas bonne, en tout cas qui a pas été bonne pendant longtemps, qui est de mieux en mieux parce que je vieillis et que je me connais mieux et que
j'ai pas envie de me gâcher les années qui restent. J'espère qu'il m'en reste pas mal, mais du coup, comme il y a eu de nombreuses années où j'étais pas bien dans mon corps de femme, j'ai envie d'être bien dans mon corps de femme sur ma deuxième partie de vie. C'est intéressant ce que tu dis sur le corps parce que juste ce matin, Noémie Delattre a posté sur Instagram un sujet sur justement la relation des femmes avec leur corps. Et elle continue à œuvrer aujourd'hui pour que potentiellement le plus de femmes possible retrouvent du lien avec leur corps. Alors pour toi, qu'est-ce que tu avais perdu et que tu as retrouvé sur ce corps, ou qu'est-ce que tu n'avais jamais connu et que tu as découvert? J'ai toujours vécu mon corps comme un moyen de transport. C'est un peu caricatural, mais c'est vraiment ça. Et en fait, j'ai retrouvé des sensations physiques avec la marche notamment. Et puis du coup, j'ai découvert d'autres sports, alors en l'occurrence le pilate et le yoga, qui me permettent d'avoir des sensations en douceur. Et où du coup j'ai le sentiment de plus respecter mon corps. Je faisais du sport quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de sport, mais en fait c'était pour que mon moyen de transport ait un look et une apparence qui correspondent à peu près à ce que j'aurais bien voulu ou aux standards de mode de l'époque. C'était pas du tout dans un objectif de soin. Et j'ai eu... honnêtement, je sais pas comment, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai à un moment donné ressenti le besoin de prendre soin, en fait, de prendre soin de mon corps. Je pense que, en fait, sur mon chemin, je sais pas dire quels ont été les faits ou les événements, mais il y a eu quand même une prise de conscience progressive que je prenais pas soin de moi en tant qu'individu, en tant que personne, en tant que je prenais pas soin de moi dans toutes les dimensions de mon être. Et je suis passée dans une phase d'être, tout simplement. T'as une explication sur le fait que ton corps t'en prenait pas soin? Est-ce que ça vient de... J'ai pas grandi dans un environnement où on n'a pas pris soin de moi, on m'a pas poussé à prendre soin de moi. Je dis souvent que ma maman, elle m'a pas appris à me sentir jolie, parce qu'elle-même, elle s'en fiche en fait. C'est pas qu'elle est pas jolie, c'est que elle a pas besoin de ça, ça fait pas partie de son équilibre. Elle n'est pas préoccupée par le regard de l'autre, et du coup donc entre à la maison où j'ai pas appris ça et je n'en ai pas eu l'exemple et je n'y ai pas été encouragée, et comme tout le monde à l'âge ado, le moment horrible où on se trouve moche dans des vêtements soit trop grands soit trop petits, avec des bagues pour peu qu'on ait un peu de boutons, etc. Et moi j'étais dans un environnement où l'apparence comptait énormément. Est-ce que c'est mon environnement ou l'âge adolescent, j'en sais rien, sûrement un peu des deux. J'ai appris à me cacher, et puis après avec mon mari j'ai réappris à... J'ai commencé à grandir dans ma féminité, j'ai appris à comprendre mon corps, à voir ce qu'il mettait en valeur ou pas, et ça fait 18 ans qu'on est ensemble, donc tu me diras, il est temps que je progresse, mais... Waouh, 18 ans. Mais je pense qu'il y a ça, donc il y a d'où je viens, il y a ce que mon mari m'apporte, et lui il est très complet, lui il s'aime depuis toujours, il s'aime dans son corps, il s'aime dans sa tête, il est bien avec lui. Donc forcément c'est un bon exemple et ça m'aide clairement, et puis voilà, cette prise de conscience de il faut quand même que je reste avec mon corps encore pendant quelques années, donc autant qu'il soit en bon état pour m'emmener le plus loin possible. Mais c'est intéressant parce que ce que tu dis, il y a je sais pas, là du coup j'ai l'impression d'une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que quand tu étais jeune, c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment d'importance de la part de ta maman en tous les cas sur le regard des autres, mais qu'aujourd'hui toi, dans ce que tu as retrouvé de ton corps, c'est quelque chose en même temps de plus intérieur et pas forcément relié au regard des autres. Tout à fait, c'est vrai. Je ne sais pas te l'expliquer, je pense que c'est aussi... En fait je pense qu'il y a plein de choses. J'ai la conviction d'être une âme incarnée dans un corps. Soit je considère que ce corps est un moyen de transport et je le néglige, et du coup mon âme n'arrivera peut-être pas à faire ce qu'elle a à faire dans cette vie-là, dans cette incarnation-là. Soit je relie les deux et je mets en vie cette alliance d'une âme et d'un corps pour
accomplir cette mission pour laquelle je suis venue dans cette vie, dans cette famille, avec ses parents, ce mari, ses enfants. Et je crois que j'ai basculé de ce côté-là, en fait. Du côté, en fait, je pense qu'il y a une prise de conscience de ce dont mon âme a besoin et de ce qu'elle est venue chercher sur cette terre. Et il y a une prise de conscience que, du coup, cette incarnation-là, elle est importante. Elle n'est pas juste un moyen de transport. Et donc, moi, j'ai envie d'avoir une belle vie. Et ça passe par cet épanouissement et cette alliance-là. Je vais te laisser prendre le paquet de cartes là que j'ai apporté. Et je te laisse en choisir une. Que des surprises. Je te laisse en choisir une sans évidemment les regarder. Ah oui. Tu la regarderas après. Donc tu prends une carte, tu la pioches. Pour nos auditeurs, ce sont des images. C'est du photolangage. Alors je te laisse choisir celle qui t'inspire, qui vient vers toi, et nous dire ce que ça vient apporter à l'échange qu'on vient d'avoir sur ce que c'est qu'être une femme. Un bagnard derrière une grille de prison. J'en suis sortie, je crois. Je crois que, je sais pas si c'est ça que ça dit, mais moi, comme je l'accueille, c'est que c'était ma vie d'avant et que j'avais cette tête triste, alors que derrière le paysage il est ouvert et je crois que je me suis retournée et que j'ai regardé à côté et autour de la grille et derrière la grille. Faut que je décrive l'image peut-être. En fait, c'est un paysage de campagne. Il y a juste 4 grilles, 4 barreaux tenus par ce bagnard tout triste, qui ici en fait, il regardait derrière lui, il verrait pas les barreaux mais la campagne. Et je crois que c'est ce que j'ai fait en fait, de me retourner. C'est marrant. Il tient ses propres barreaux effectivement, le monsieur. Il n'est pas enfermé, c'est juste lui qui s'est mis 4 barreaux c'est ça. Devant lui, alors que le champ des possibles est beaucoup plus vaste. Et magnifique en plus. Et magnifique en plus. Pour toi, c'est quoi l'idée la plus cliché sur les hommes ? Sois fort. Le côté... ils doivent tout porter, ils doivent être super forts. Parce que, du coup, ça leur interdit implicitement ce qui a l'air fragile. Par exemple, pleurer, par exemple, ne pas savoir, par exemple, ne pas être capable de faire quelque chose physiquement ou intellectuellement. Alors, dans les hommes qui ont partagé ta vie, de loin, de près, que ce soit ton père, peut-être tes frères, ton mari actuellement, tes collègues de travail, sur ce sujet justement du soi fort, est-ce que tu as autour de toi des personnes qui ont essayé de le déconstruire et comment ils ont opéré ? Dans ma famille, mon père et mon frère ne disent rien. Donc mon père, on sait que ça va pas quand il est malade. Il a des soucis quand il y a un truc qui sort pas et qui est souvent lié à une douleur. Donc papa il dit pas et il souffre. Mon frère, il va s'enfermer. Il est introverti, il a besoin de lui, donc je pense que quand il souffre, il s'enferme. Chacun son truc. Par contre, j'ai jamais vu dans nos épreuves de famille fortes ou difficiles ou moins difficiles, je ne les ai jamais vus pleurer. Et honnêtement, je crois pas qu'ils se soient déconstruits en fait. Je pense qu'ils font avec. Mon mari, par contre, lui, il a grandi beaucoup avec sa maman parce que son papa, ayant repris ses études, était moins présent pendant une phase de leur vie. Et du coup, il a grandi en accueillant tout. Donc il a une part féminine, je dirais, dans la capacité à accueillir ses émotions, que finalement j'observe chez peu d'hommes. Avec Nico, on pleure au même moment, dans les mêmes films, et il assume complètement ça. Alors est-ce qu'il s'est déconstruit ou est-ce qu'il s'est construit comme ça ? Moi je pense plutôt qu'il s'est construit comme ça, il n'a pas eu besoin de se déconstruire. Il a grandi en accueillant sa part féminine et sa part masculine. Et du coup, Nico ? Ouais. Vis-à-vis de ses amis, des personnes qui lui sont proches, est-ce qu'il l'assume aussi bien ? Il fait jamais semblant. Il lui arrive très régulièrement de, entre guillemets, faire des déclarations à ses 2 meilleurs amis, où du coup ils se prennent dans les bras et on voit la gêne un peu de l'autre. Après ils le connaissent, donc plus les années passent, moins il y a de gêne, mais il y a une forme de gêne d'un côté et des larmes de l'autre. Parce qu'à un moment donné, il ressent le besoin de dire qu'il aime avec tout son cœur et ça fait parfois sortir des larmes, mais c'est pas des larmes de tristesse. Et il le fait. Et encore une fois, ça génère parfois un peu d'embarras, plus chez les hommes que chez les femmes. Mais nos amis proches aiment ça chez lui, je crois. Parce qu'il a la capacité à dire,
parce qu'il aide les autres à accueillir. Mine de rien, ça fait toujours grandir un peu l'autre, d'accueillir l'émotion de quelqu'un. Et je crois que ça fait partie des choses qui l'amènent dans son environnement. Mais moi, j'observe toujours avec un peu de... Moi, j'ai appris à me protéger. Quand je sens que l'émotion arrive, clac, je ferme tout. Et ça sortira d'une autre manière après. Là, je pourrais dire, c'est toi l'homme de la famille. Hein, un peu, en mode stéréotype. Complètement. Moi, j'ai appris à développer ma part masculine avec ma famille, dans la manière dont j'ai grandi. Parce que mes émotions n'étaient pas accueillies. Donc, je les ai... Quand ça fait mal de l'exprimer, t'exprimes plus. Donc, c'est tout. Et effectivement, en ça, il m'aide à développer ma part féminine. Et toi, comment... qu'est-ce que t'apprends à vivre ta vie à ses côtés? Qu'est-ce que t'apprends sur toi? J'apprends qui je suis. En fait, chaque jour, je découvre des nouvelles parts de moi que j'avais pas encore explorées. Alors, chaque jour, évidemment, c'est pas toujours des trucs hyper profonds tous les jours. Hein. Au début, par exemple, quand je le voyais pleurer, ça me gênait. Ça te gênait pourquoi? Parce que dans mon environnement, il n'y avait pas d'homme qui pleurait. Et donc, je savais pas quoi faire avec ça. Et maintenant, j'ai appris à accueillir et à essayer de comprendre ce qu'elles veulent dire, ces larmes, ou ce que cette émotion vient dire. J'ai appris à accueillir mes émotions. Du coup, je les ressens mieux. J'ai appris à explorer certaines parts de ma spiritualité avec lui. À t'écouter, si j'ai bien compris, lui s'étant construit sur des énergies féminines, ça t'a permis de te déconstruire sur... Dis-moi sur quoi? Mes énergies masculines, je crois. En fait, est-ce que ça les a déconstruits ou est-ce que ça les a remises dans un équilibre différent? Parce qu'elles me servent. Elles font partie de moi et puis elles me sont utiles. Mais il n'y a plus que elles. Il y a d'autres. Et tout ça génère un nouvel équilibre dans lequel je me sens d'ailleurs beaucoup mieux. Pour la petite anecdote, quand j'étais avant que je tombe enceinte de notre 3e enfant qui a une petite fille, on était allé voir un énergéticien qui m'avait dit « Mélanie, tu auras une fille quand tu accueilleras tes émotions ». Et il m'a dit ça début 2012. Et je suis tombée enceinte mi-2012 d'une petite fille. Parce que ça m'a vachement perturbée en fait qu'il me dise ça. J'avais déjà commencé à cheminer, même si j'avais pas encore franchi certaines étapes que j'ai franchies aujourd'hui. J'ai compris ce qu'il a voulu me dire. Ça m'a un peu heurtée, on va pas se mentir. Mais j'ai compris ce qu'il a voulu me dire. Ça a beaucoup fait rire Nicolas. Et quand j'ai su que j'étais enceinte, au tout début, j'ai su que c'était une fille. Je l'ai su. Parce que je savais que j'étais dans l'accueil. Et finalement, c'est cette grossesse-là et c'est cet accouchement-là et c'est cette relation-là qui sont les plus abouties. Parce que j'étais pleinement dans l'accueil de ce que je vivais, pour le coup en tant que maman. Alors, il n'est jamais trop tard. Mes garçons, je pense, ont aussi un bénéfice du coup derrière. Parce que j'ai exploré avec ça, j'ai exploré des parts de moi que je ne connaissais pas. Et dans lesquelles je me sens bien aujourd'hui. Si tu devais prendre ton oreiller, là, imagine, et tu devais lui donner un grand coup sur ton oreiller, parce que parfois on est très en colère et notre oreiller est un peu un réceptacle de notre colère. D'ailleurs, moi on m'a dit que je devais la bercer. Je vais peut-être aller faire du sport avec mon oreiller ce soir, mais pas le sport que vous croyez. Si tu devais donner un grand coup dans ton oreiller, ça serait sur quoi? Je pourrais en donner 2. Oui, allez, c'est parti. Le premier, ça serait l'image de la famille qui est importante pour moi et que j'ai pas eu avec mes parents et mon frère. Et ça me rend triste et ça me manque et ça me met en colère. Et le deuxième, ça serait de ne pas m'être respectée dans certaines relations professionnelles qui m'ont du coup beaucoup fait souffrir. Mais ça serait pour m'en débarrasser parce que maintenant j'ai compris les leviers qui m'ont fait faire ça et je crois que j'y retomberai plus. Donc ce serait plus pour me débarrasser de cette colère-là une bonne fois pour toutes. Du coup, avec un peu de recul sur le sujet professionnel, quels sont les éléments qui ont fait que tu as cette colère? Enfin, c'était des situations où, pour toi, tu as agi, où les autres ont agi et ça t'a mis dans des postures compliquées? Ouais, en fait, moi j'ai grandi dans le
fait de faire plaisir et de s'occuper de l'autre d'abord. Et du coup, j'ai besoin qu'on m'aime. Et donc, à titre professionnel, dans certaines relations, dans certaines situations, soit je dis pas, soit je dis et je m'arrête si en face de moi il y a une réaction dominante qui me fait peur. En fait, ça va chercher des trucs dans mon estomac où j'ai vraiment très très peur et je préfère faire la tortue et rentrer dans ma carapace que... Tu fais bien la tortue, vous la voyez pas, mais Mélanie a très bien fait la tortue. Je maîtrise la technique. Je préfère rentrer dans ma carapace plutôt que de m'opposer parce que j'ai peur. Je sais au bout du bout, c'est la peur de ne pas être aimée. Et donc, ça fait faire des trucs cons, en fait. La dernière fois que tu t'es excusée sur l'oreiller, ou qu'une autre personne s'est excusée sur l'oreiller, c'était à propos de quoi ? Je sais même plus. Une broutille, du quotidien sûrement, à la fin de la journée, fatiguée, je sais pas. J'ai aucune idée. Mais c'était sur l'oreiller ? Oui, parce que moi je commence à parler en général quand on est dans le noir. Ah. Avec, parce que c'est un moment doux, calme, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'interférence, en fait il n'y a rien, il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'écran, il n'y a rien. Et pour moi c'est les conditions idéales. Il y a une question que tu voudrais me poser ? Pourquoi sur l'oreiller ? Pourquoi sur l'oreiller ? Parce que c'est un endroit, je trouve, privilégié qui nous incite à nous mettre à nu. Enfin, en tous les cas, c'est ma vision de cette position horizontale et latérale en général, si on est accompagné sur l'oreiller. Et je me dis que c'est des moments précieux aujourd'hui, dans un monde qui soit va trop vite, soit va dans un sens qui n'est pas forcément le bon. Et donc c'est un des rares moments où homme, femme, femme, homme, mère, fils, je peux en parler parce que je suis souvent sur l'oreiller avec mon fils pour regarder des séries et puis ensuite on a des conversations pas trop loin des oreillers. Et je trouve que c'est des moments, privilégiés où je trouve une forme de vrai. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais sur le moment, c'est du vrai, c'est de l'authentique, c'est du sincère, et ça me touche. Et c'est ce que je viens rechercher dans ce podcast. Je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est des moments hors du temps. Je vais finir d'ailleurs peut-être par faire ce podcast sur l'oreiller avec mes invités, mais bon, ça sera dans une version 2. Dans une version 2. C'est quoi la phrase qui t'a le plus marqué dans ton enfance, dans ton adolescence, et et que potentiellement t'as retourné comme une crêpe aujourd'hui ? T'as pas de raison de pleurer, il y a des enfants qui sont plus malheureux que toi. À chaque fois que j'étais triste ou mal, j'entendais ça. Et du coup, ma peine et mes émotions n'ont pas été considérées en tant que telles. Très bien. Tu nous as parlé d'une autre phrase qui est « fait plaisir ». Tu la mettrais à peu près sur le même niveau ? Qu'est-ce que tu dirais de cette phrase ? Parce qu'en fait, c'était pas une phrase qui m'était dite, c'était des comportements qui étaient attendus de moi. D'accord. Cette phrase, elle t'était pas dite ? Non. Jamais ? Non. Mais par contre, on attendait de moi, la preuve, quand j'étais triste, il fallait pas que je le sois, parce qu'il y avait des gens qui étaient plus tristes que moi et qui étaient donc plus légitimes que moi à exprimer leur tristesse. Et c'est vrai, on va pas se mentir, il y a des gens qui sont plus malheureux que moi. Mais du coup, moi je comptais pas, ce qui compte, le sentiment que j'ai, c'est que moi je comptais pas, c'est que je devais d'abord faire pour les autres. Et puis après, j'ai jamais considéré que du coup je pouvais même arriver après en fait. Donc j'ai appris à donner. Et j'ai ça en moi, cette générosité-là en moi. Mais j'ai aussi cette frustration ou cette colère parfois selon les jours de me dire, en fait, à force de donner, quand est-ce que les autres se disent, tiens, mais peut-être que Mélanie, elle a besoin. Ton mari, il te donne aujourd'hui ? Ah oui, le seul dont je peux pas dire ça, c'est lui. Toujours ? Ça a toujours été comme ça ? Depuis le début ? Mais il est incroyable. Mais c'est mon âme sœur, c'est... Et à tous les niveaux ? Sur tous les plans ? Ouais. Ton plaisir à toi ? Ouais, tout. C'est un homme magnifique. Oh ouais, faut surtout pas que je le lâche. Je ne le présente à personne. On va faire des clones de Nicolas. Non, c'est interdit, il y en a qu'un, c'est moi qui l'ai. De quoi te sens-tu empêché encore aujourd'hui ?
C'est une bonne question, je me la suis jamais posée. Je pense que j'ai pas encore terminé mon chemin dans ma relation à mon corps. Donc je suis pas encore pleinement libre. Ça peut avoir des conséquences sur l'oreiller. Et ça, je sais pas le débloquer. J'y arrive pas. J'ai pas la clé. J'arrive pas trop. Je sais même pas où est la porte encore. Peut-être que j'ai la clé, mais j'ai pas la porte. Mais ça viendra. Et qu'est-ce qu'il y a débloqué particulièrement sur l'oreiller ? Bah, quand t'aimes moyen ton corps, t'as pas trop envie qu'il soit vu. Tu vois ? Donc, la nudité, c'est difficile pour moi. Même en maillot de bain, même en maillot. J'ai l'impression qu'il y a les spotlights sur moi, tout le monde me regarde. Aller à la plage, pour moi, c'est pas évident. Hein. Ah ouais. Donc, Et même dans l'intimité avec un homme formidable, ça reste compliqué aujourd'hui. Ouais. Donc j'ai encore du chemin à faire. On te prenait dans les bras, Mélanie ? Assez peu. Je me souviens que ça, c'était un des moments structurants dans ma croissance. Quand je suis rentrée en 6e, donc j'avais 11 ans, moi j'allais me coller. J'attendais pas qu'on me propose, j'y allais. Et souvent c'était dans le canapé, soit sur l'épaule de mon père, soit sur l'épaule de ma mère. Et à 11 ans ils m'ont dit faut que t'arrêtes, ça se fait pas. Donc j'ai pu ma dose, en tout cas avec mes parents. Mais ma grand-mère, je faisais pareil, je me mettais à ses genoux, je mettais ma tête sur son ventre et elle me caressait les cheveux. Quand mon fiancé est décédé, mes parents m'ont pas pris dans leurs bras. Oui, même dans des moments Ouais. les plus douloureux qui soient. Donc après ils ont, jusqu'à il y a quelques années, ça me mettait très en colère et je leur reprochais. Juste je me mets, enfin ils ont pas appris, on leur a pas appris ça. Tu leur en as déjà parlé ou pas ? Ouais. Et mais on se comprend pas. Ils répondent. On n'a pas le même besoin. Et comme mon frère est très différent et n'en a pas besoin et n'en a jamais eu besoin, je pense que je suis l'extraterrestre de la famille. Un coup de baguette magique, t'as une baguette magique, t'es hyper puissante. Tu peux changer quelque chose sur les relations homme-femme en un flash. Tu changes quoi ? La conscience de la complémentarité dans tous les esprits. Ceux des hommes, ceux des femmes, ceux des féministes, ceux de tous. La conscience de la complémentarité pour passer de l'opposition à la complémentarité. Est-ce que tu as une idée pour une éducation, un développement des enfants, des adolescents qui soit moins genré ? Pour que notre éducation soit moins genrée ? Oui, un truc qu'il faudrait changer, quel que soit le lieu. C'est une question difficile parce que... Est-ce que je suis objective en disant que j'ai l'impression que l'éducation que je donne à mes enfants n'est pas genrée ? Je sais pas. J'imagine que je suis pas objective. Mais T'as l'impression qu'aujourd'hui, donc que ce soit, donc t'as une fille et deux garçons, aujourd'hui tu te dis que tu les éduques de la même façon, indépendamment de leur genre. C'est le sentiment que j'ai. Mon deuxième a joué pendant longtemps avec les poupées de sa sœur. Il a joué avec les poupées de sa sœur, ça nous a jamais perturbés. Chacun va chercher les... Alors ils sont un peu plus grands maintenant, donc c'est un peu différent, mais ils sont toujours allés vers les jeux qu'ils avaient envie, sans qu'il y ait de... les jeux, les couleurs, on n'a pas retenu quelque envie que ce soit sur le vocabulaire qu'ils utilisent, les jeux vers lesquels ils vont, les couleurs de ce qu'ils portent, les amis, tu vois. Et du coup, c'est intéressant, comme les garçons sont grands, je leur poserai la question de façon assez directe pour savoir comment eux se vivent. Mais comme j'ai un mari qui a un très bon équilibre entre ses qualités féminines et ses qualités masculines, et que moi, alors j'exprimais plus mes qualités masculines jusqu'à aujourd'hui, mais j'équilibre entre les deux, j'ai l'impression que chez nous, c'est moins genré. Je peux pas dire pas, mais moins. Mais c'est vrai qu'il faudrait les interroger. Mais il faudrait que je leur demande. Il y aura un témoignage spécial sur Instagram des enfants de Mélanie. Je leur demanderai. Pour savoir ce qu'ils en pensent. Tu fais une enquête interne dans la famille. Je vais leur poser la question parce qu'en plus ils en parlent à l'école et ils nous ont dit déjà
qu'il y avait une jeune fille qui leur disait qu'elle était un garçon. Et du coup, on en a parlé en me disant « Ah bon, mais est-ce que du coup, elle se sent bien dans sa peau ?» Bah, quand elle dit qu'elle est un garçon, oui. Quand elle dit qu'elle est une fille, non. Ah, ok. Et vous ? Bah, elle fait ce qu'elle veut. Bah, ouais. C'est vrai, en fait. C'est ce qu'elle ressent, personne ne peut le nier. Donc, et voilà, on est passé à autre chose. Donc, je pense qu'en plus, il y a une forme de... C'est pas qu'ils s'en foutent, c'est que c'est pas leur sujet, ils jugent pas. Donc, je leur ai demandé, tu te sens bien dans ta peau de garçon ? Ils m'ont dit oui. Bah écoute, merci Mélanie. Avant de te quitter, j'ai un petit cadeau à te remettre. Donc je te laisse l'ouvrir. Décidément. Ah, c'est un vrai cadeau. Tu lui donneras de ma part. C'est pour lui. Donc je l'ouvre pas alors ? Si, tu l'ouvres. Ah. Donc c'est pour Nico ? Le paquet il est magnifique. Le paquet dans le paquet. Ah, génial. Qu'est-ce que c'est là ? Thé d'oreiller en soie, ivoire, pour un sommeil plus doux et un réveil tout en beauté. Donc ça c'est peut pour être... mon oreiller. C'est pour ton oreiller. Mais ça peut être pour Nicolas. Ah bah non, ça peut être... Ah bah non, ça peut être... Ah, c'est pour le tien. Voilà. Il t'est destiné. Ah, c'est superbe. Merci. Donc merci Mélanie. Et ce soir, j'espère que tes rêves à toi soient doux comme de la soie. Oh, merci Caroline. À bientôt. À bientôt.